comme activité. Les esthéticiens examinent les postulats et les arguments que les gens avancent pour ranger des choses et des activités dans les catégories du beau, de l'artistique, de l'art, du grand art, du laid, du non-art, etc. Ils élaborent des systèmes qui leur permettent d'opérer et de justifier ces classements tout en définissant les cas auxquels ils s'appliquent. Les critiques utilisent ces systèmes pour formuler des jugements sur des œuvres d'art particulières et pour expliquer ce qui en fait la valeur. Ces jugements déterminent à leur tour les réputations des œuvres et des artistes. Les diffuseurs et le public tiennent compte de ces réputations quand ils décident d'accorder ou non leur soutien moral et financier, ce qui a une incidence directe sur les ressources offertes aux artistes pour poursuivre leur travail. Cette façon de présenter les choses désigne l'esthétique comme une activité et non comme un corps de doctrine. Les esthéticiens ne sont pas les seuls à se livrer à cette activité. La plupart des participants au monde de l'art formulent souvent des jugements esthétiques. Les principes, arguments et jugements esthétiques occupent une place importante dans le système de convention qui permet aux membres des mondes de l'art d'agir ensemble. La création d'une esthétique déterminée peut précéder, suivre ou accompagner l'élaboration des techniques, des formes et des œuvres qui composent la production d'un monde de l'art, et elle peut être le fait de n'importe quel participant. Parfois, les artistes eux-mêmes formulent explicitement cette esthétique. Plus souvent, ils créent une esthétique implicite en opérant au jour le jour des choix de matériaux et de formes. Dans les mondes de l'art les plus complexes et les plus structurés, des professionnels spécialisés, critiques et philosophes, édifient des systèmes esthétiques dotés d'une cohérence logique et d'une validité philosophique. La création de ces systèmes peut devenir une véritable industrie en soi. Un esthéticien dont les propos ébauchent un système d'ordre sociologique que j'examinerai plus loin donne cette définition de l'esthétique. C'est la branche de la philosophie qui s'intéresse aux concepts que nous utilisons quand nous manions les œuvres d'art par le discours, par la pensée ou par tout autre moyen. Il revient aux esthéticiens d'analyser en s'appuyant sur leur propre appréhension de l'institution artistique la façon dont tous les différents groupes et individus parlent et agissent en tant que membres de cette institution afin de mettre au jour les règles effectives qui forment l'armature logique de l'institution et qui régissent le déroulement de ses opérations internes. Au sein de l'institution artistique, l'énoncé de faits précis, découlant par exemple de l'explication et l'interprétation rigoureuse d'une œuvre d'art, implique une évaluation précise. Les règles constitutives fixent les critères d'évaluation précis qui s'imposent aux membres de l'institution. Show-up. Même si cela peut sembler schématique, nous voyons bien que les participants à un monde de l'art entendent ainsi le rôle des esthéticiens et de l'esthétique. Un système esthétique clairement formulé sert à divers usages dans un monde de l'art. Il rattache les activités des participants à la tradition de l'art et les autorise à réclamer les ressources et les avantages dont disposent normalement les personnes qui produisent cette sorte d'art. Pour prendre un exemple concret, si je peux faire valoir que le jazz présente un intérêt esthétique égal à celui des autres formes d'art musical, je pourrais en qualité de musicien de jazz briguer une bourse d'une fondation artistique ou un poste d'enseignant dans un conservatoire, jouer dans les mêmes salles que des orchestres symphoniques et attendre une même considération pour les subtilités de mon travail que les compositeurs ou les interprètes les plus respectés. Une esthétique démontre, à l'aide d'arguments suffisamment généraux et convaincants, que les activités de certains membres d'un monde de l'art sont du même ordre que d'autres activités déjà bénéficiaires des privilèges attachés à l'art. Dès lors, l'appellation d'art est à la fois indispensable et superflue pour ceux qui produisent les œuvres en question. Elle est indispensable si on pense que l'art se distingue par un surcroît de qualité, de beauté et d'expressivité, et qu'on veuille par conséquent faire de l'art de manière assez incontestée pour exiger les ressources et les avantages habituellement consentis à l'art. Si le système esthétique en vigueur et les gens qui l'appliquent refusent aux prétendants la qualité d'artiste, son projet s'effondre. Elle est superflue parce que même si ces gens disent que ce qu'il fait n'est pas de l'art, il peut continuer son travail sous une appellation différente et avec le soutien d'un autre monde d'activités coopératives. Dans toute discipline artistique, beaucoup de travaux ne ressortissent pas à l'art au moment où ils sont effectués. Comme nous le verrons, certaines personnes pratiquent le dessin ou la photographie au sein d'entreprises vouées à la fabrication et à la vente de produits industriels. D'autres réalisent des vêtements et des dessus de lit dans le cadre de leurs activités domestiques.
Il est même des gens qui produisent des œuvres tout seuls, avec un minimum de soutien coopératif, en dehors de toute justification sociale concevable, et bien entendu de toute esthétique philosophique recevable. Pour en revenir à l'utilité d'une esthétique pour un monde de l'art, nous pouvons remarquer qu'une esthétique solidement étayée guide dans leur travail ceux qui prennent directement part à la production d'œuvres d'art précises. Quand ils prennent les innombrables décisions qui confèrent progressivement à l'œuvre son aspect définitif, ils songent notamment à ce qui peut justifier ces décisions. Bien sûr, un artiste ne rapporte pas toutes les questions de détail à des fondements philosophiques d'ordre général avant de les résoudre, mais il sait à quel moment ces décisions vont au rebours des théories, ne serait-ce qu'en éprouvant une vague insatisfaction. Une esthétique générale intervient de manière plus explicite dès que quelqu'un propose une modification notable de la pratique courante. Si moi, musicien de jazz, je souhaite abandonner les structures traditionnelles de 12 et 32 mesures pour d'autres structures où la longueur des phrases et des séquences deviendrait un élément de l'improvisation, il me faut trouver des motifs recevables pour ce changement. Par ailleurs, une esthétique cohérente et défendable contribue à la stabilité des valeurs et par là à l'homogénéité de la pratique. La consolidation des valeurs n'est pas un simple exercice philosophique. Les participants à un monde de l'art qui ont le même avis sur la valeur d'une œuvre peuvent adopter à son égard une attitude à peu près identique. Une esthétique sur laquelle on peut s'appuyer fermement pour évaluer les choses assure la permanence de certaines structures de coopération. Lorsque les valeurs sont stables et assurées de le rester, d'autres choses se stabilisent aussi, le prix des œuvres et donc les rouages commerciaux d'un monde de l'art. La réputation des artistes et des collectionneurs et le prestige relatif des collections institutionnelles et particulières. Moulin. L'esthétique élaborée par des esthéticiens procure un bien fondé théorique au choix des collectionneurs. Considérée sous cet angle, la valeur esthétique naît de la convergence de vues entre les participants à un monde de l'art, à telle enseigne que si cette convergence n'existe pas, il n'y a pas non plus de valeur dans cette acception du terme. Des jugements de valeur qui ne font pas l'unanimité parmi les membres d'un monde de l'art ne peuvent servir de base à une activité collective et n'ont donc pas beaucoup d'incidence sur les activités qui les mettent en jeu. Une œuvre a des qualités et partant une valeur quand l'unanimité se fait sur les critères à retenir pour la juger et quand on lui a appliqué les principes esthétiques acceptés d'un commun accord. Mais dans un monde de l'art organisé, nombreux sont les styles et les mouvements qui rivalisent pour attirer l'attention sur eux. Leurs représentants respectifs voudraient que leurs œuvres soient exposées, publiées ou jouées en lieu et place de celles que produisent les adeptes d'autres styles ou d'autres mouvements artistiques. Comme le système de distribution d'un monde de l'art a une capacité limitée, il ne peut présenter toutes les œuvres et mouvements artistiques, ni leur donner à tous des chances de recueillir aussi ainsi les bénéfices d'une présentation au public. Des groupes se disputent l'accès à ces avantages, notamment en exposant les raisons logiques de leurs revendications. Une analyse logique parvient rarement à apaiser les querelles sur la répartition des ressources, mais certains participants au monde de l'art, surtout ceux qui maîtrisent l'accès aux canaux de distribution, se sentent souvent tenus d'agir conformément à des principes logiques. Les débats esthétiques sont d'autant plus passionnés qu'il ne s'agit pas seulement de résoudre dans l'abstrait des questions philosophiques, mais aussi de décider la répartition de ressources précieuses. Quand on se demande par exemple si le jazz est vraiment de la musique, et si la photographie est vraiment un art, si le free jazz est vraiment du jazz et donc de la musique, et si la photographie de mode est vraiment de la photographie et donc un art. L'enjeu des débats est entre autres de décider si les gens qui font du free jazz peuvent jouer dans des clubs de jazz devant leur public attitré, et si les photographies de mode peuvent être exposées dans des musées ou dans des galeries importantes. Dans cette course à la reconnaissance des mouvements et des styles, les esthéticiens interviennent en apportant des arguments capables de convaincre les autres participants à un monde de l'art que le travail en question entre logiquement dans les catégories qui intéressent ce monde-là. Le conservatisme des mondes de l'art, favorisé par la façon dont les pratiques conventionnelles s'engrènent les unes aux autres autour d'activités, de matériaux et de lieux parfaitement accordés entre eux, rend particulièrement problématique l'acceptation d'un quelconque changement. La plupart du temps, on ne propose aux participants à un monde de l'art que des changements mineurs, qui laissent intactes les méthodes habituelles. Dans le monde de la musique symphonique, la durée des concerts n'a guère évolué ces dernières années.
pour la double raison qu'une augmentation de la durée entraînerait des dépenses supplémentaires, en vertu des conventions collectives, et qu'on n'ose pas trop la réduire non plus de peur de mécontenter le public payant. Il n'a pas toujours été ainsi, la durée des concerts a sensiblement diminué depuis l'époque de Beethoven, peut-être à cause de la syndicalisation des musiciens. Forme. La composition des orchestres symphoniques n'a guère subi de modifications, pas plus que les matériaux sonores, les sons de la gamme chromatique tempérée, ni les lieux où est jouée la musique. Étant donné tous les facteurs qui concourent à l'immobilisme, les novateurs doivent trouver une solide justification à chaque pratique nouvelle qu'ils introduisent. Les esthéticiens se font volontiers moralisateurs dans leurs écrits. Ils partent du principe que leur tâche consiste à trouver une recette infaillible pour faire le partage entre les choses qui ne sont pas dignes de l'appellation d'art et les œuvres qui ont mérité ce titre honorifique. Si je souligne les mots dignes et mérités, c'est parce que les discours esthétiques établissent une distinction morale entre ce qui est de l'art et ce qui n'en est pas. Les esthéticiens ne cherchent pas seulement à ranger les choses en ces catégories commodes, comme on le ferait des espèces végétales, mais bel et bien à distinguer le méritoire de ce qui ne l'est pas, et ce de manière définitive. Ils ne veulent pas envisager l'art dans une optique plus globale et prendre en considération tout ce qui pourrait revêtir un intérêt ou une valeur quelconque. Ils cherchent plutôt un moyen acceptable d'exclure certaines choses. La logique de cette entreprise, l'attribution de titres honorifiques, les oblige à éliminer beaucoup de choses, car un titre auquel tout objet ou toute activité concevable pourrait prétendre n'aurait plus rien d'honorifique. Les retombées pratiques de leur travail réclament la même démarche sélective, car les diffuseurs comme le public et les autres participants à un monde de l'art attendent des esthéticiens qui leur indiquent un moyen clair et défendable d'opérer des choix matériels difficiles. Les esthéticiens auraient beau jeu d'affirmer qu'ils ne cherchent en rien à formuler des jugements de valeur, mais simplement à distinguer l'art du non-art aussi précisément que possible. Comme toutes les sociétés où des esthéticiens exercent ce rôle font du mot art un terme honorifique, le fait même de tracer une ligne de démarcation contribue inévitablement à établir une hiérarchie parmi les réalisations qui pourraient prétendre au statut d'œuvre d'art. Les esthéticiens n'ont pas besoin de tremper avec cynisme dans des complots artistiques pour que leur travail serve à cet usage. Le fait que les positions esthétiques se précisent, souvent au cours des batailles menées pour imposer une nouveauté, ne change rien à l'affaire. Pour défendre ces positions, il faut aussi faire la démonstration que certaines choses ne sont pas de l'art, pour être en droit d'affirmer que d'autres en sont. Une esthétique qui élèverait tout au rang de l'art ne pourrait satisfaire ceux qui l'utilisent dans leur contact quotidien avec la réalité d'un monde de l'art. L'esthétique et l'organisation. L'autre fonction des esthéticiens et des critiques consiste à réactualiser constamment la théorie génératrice de valeur en adaptant, par le biais de la critique, les présupposés théoriques à la réalité de la production artistique. Quand les artistes produisent des œuvres nouvelles, ils peuvent réagir à l'esthétique officielle, mais aussi aux traditions des mondes de l'art auxquels ils appartiennent. Traditions que l'on peut envisager comme des suites de problèmes et de solutions, Kepler. Aux idées suggérées par d'autres traditions, ainsi de l'art africain et son influence sur la peinture et la sculpture occidentale, ou aux perspectives ouvertes par des nouvelles techniques, etc. Une esthétique doit être mise à jour pour continuer à apporter une caution logique à ce que le public perçoit comme des œuvres d'art importantes, et maintenir ainsi une relation cohérente entre ce qui est déjà avalisé de longue date et ce qui est proposé maintenant. Comme les principes et les systèmes esthétiques appartiennent à l'ensemble des pratiques interdépendantes qui constituent un monde de l'art, ils sont solidaires d'éléments tels que la formation des artistes et du public, les formes de soutien financier, moral ou autre, et les modes de distribution et de présentation des œuvres. Ils sont tout particulièrement sensibles à l'exigence de cohérence qu'enferme l'idée d'art. Le concept d'art est trop imprécis pour rendre compte de tous ces phénomènes. Comme pour d'autres concepts complexes, sa trop grande généralité travestit la réalité. Quand nous essayons de définir l'art, nous découvrons de multiples exceptions, des cas qui correspondent seulement à certains des critères impliqués ou énoncés par le concept. Qui dit art désigne généralement une œuvre qui possède une valeur esthétique, de quelque manière qu'on définisse celle-ci. Une œuvre légitimée par une esthétique cohérente et défendable, une œuvre à laquelle des personnes autorisées reconnaissent une valeur esthétique, une œuvre présentée dans un lieu approprié, musée, salle de concert, etc. Bien souvent,
Les œuvres possèdent certains de ces attributs, mais pas tous. Elles sont exposées et prisées, mais n'ont pas de valeur esthétique. Ou elles ont une valeur esthétique, mais ne sont pas exposées là où il faut, ni appréciées par les gens qu'il faut. La généralisation inhérente à la notion d'art suggère que ces attributs sont présents tous ensemble dans la réalité. Si tel n'est pas le cas, nous nous heurtons aux difficultés que soulève depuis toujours la définition de l'art.